L'académie à la 3F de me permettre de vous exposer, vous présenter ce qu'est l'Explorer et son thermoréacteur, parce que sans lui, évidemment, ça ne peut pas décoller. Donc, sur cette première planche, pour passer à la planche suivante, c'est ça? C'est pas ça. C'est vrai que la haute technologie, quand même, c'est pas trop évident. Il faut appuyer sur le machin. Sur la souris. Ah oui, d'accord. Voyons, bim. Ouais, ça marche. Ok, on revient. Non, on revient pas. Bon, tant pis. Voilà. Décollage. Oui, je suis obligé de bouger un peu, mais bon, je peux pas rester en place, quoi, tu vois. Décollage imminent, hein. Bon. Oui. Personnellement, c'est mon rêve qu'on me j'allais dire des millions, voire peut-être des milliards ou intrinsèquement de l'humaine condition, de vouloir décoller verticalement, et puis moi depuis mon jardin. Voilà un peu, en gros, mon Graal, en quelque sorte. Donc là, j'ai pris rapidement on peut peut-être enlever le truc, hein? Non? Bon, pas grave. Bim. Voilà, très bien. Voilà, quelques exemples ici. Ici, ça juste celui-là, c'est un ami, un correspondant en Californie qui bosse sur ce type d'appareil. Il m'a dit, tiens, si tu peux le montrer, ben, je le montre, voilà, vous le voyez devant vous. Donc, décollage vertical, vous voyez ici, ça commence à dater, hein, bien sûr, mais enfin, le gars, il n'avait pas peur, hein, c'est son siège, on va dire, éjectable ou injectable, je ne sais pas comment dire. Il y avait toutes ces petites fusées là, bon, très bien, il n'avait pas peur. Ça encore, les Chinois qui aussi veulent décoller verticalement. Bon, vous voyez le X-Cube, magnifique, le V22 américain. Cet homme-là, il a décollé cette année, en début d'année ou fin de l'année dernière. Bon, très intéressant. Nos pionniers qu'on ne saluera jamais assez pour leur immense courage. Il y a d'autres planches qui le montreront. Bon, Sikorsky, hein, bien sûr. Bon, contrat rotatif et propulsion ici. Ici, le YC-14 de Boeing. On verra juste un petit peu dans quelques planches suivantes. Et ça, c'est assez étonnant. Vous voyez, c'est assez étonnant. Un bijou trouvé à l'époque précolombienne, c'est-à-dire entre 1000 et 1500 de notre ère. Donc c'est vraiment absolument étonnant d'avoir trouvé ce genre de bijoux, on va dire ça comme ça. Sur la planche suivante, rapidement passé, l'effet Conda What Is. Bon, là, vous voyez, il y a certaines planches où je vais passer très rapidement, bien sûr. Bon, quand on prend un profil quel qu'il soit, quand on prend une incidence à 15 degrés, par exemple ici, hein, c'est une vue au NERA. Vous voyez, bon, ça commence à décrocher, que tout le monde connaît très bien. Bon, et pour raccrocher, si je puis dire, recoller les filets sur l'extrado, bon, l'ONERA avait pensé à faire des petits trous ici, là, toujours des petits trous, comme disait l'autre, et puis mettre aspirer, et effectivement, ça fonctionnait très bien. Donc je leur ai demandé, pourquoi ne pas, pourquoi on le voit pas sur les avions? Bon, m'ont-ils dit, c'est une démonstration claire en laboratoire, mais à la longue, ces petits trous, parce qu'il ne faut pas faire des gros trous évidemment sur l'extrado. Ces petits trous finissent par boucher, par la pollution, etc. Donc, et puis il faut mettre des pompes, la masse, c'est l'ennemi numéro 1 de l'aéronautique. Donc c'était pas une fausse bonne idée, c'était on a montré qu'on pouvait recoller avec ce type de technologie. Bon. Ici, vous voyez, c'était un essai soufflerie à l'époque à l'ENSICA, hein, ma chère école de formation, où là on l'a fait en réel, hein, dans la soufflerie qu'il y a actuellement, ou qu'il y avait, je ne sais plus. Et voilà. Et donc l'effet qu'on a, c'est cette propriété qu'ont les fluides liquides ou gazeux à rester en contact avec une cambrure, on va appeler ça une cambrure, extrêmement forte. Et la NASA a même fait des essais où il retourne à 130 degrés. Donc c'est assez étonnant. Voilà. Donc on va dire c'est un déviateur de G à peu de frais, en gros. Hein, voilà. Donc ça c'est à partir de là phénomène que j'avais découvert à l'ENSICA il y a de très nombreuses décennies, mais bon, je m'en étais rappelé, ça m'avait vraiment impressionné, et bon, quelques décennies plus tard, je me dis tiens, on peut peut-être l'utiliser. Voilà. Ça, et puis d'autres évidemment y avaient pensé bien avant moi. Vous voyez, ça c'est le YC-14 de Boeing, et bon, l'Antonov 72 était du même ordre. L'éjection des gaz d'échappement de la tuyère, issus de la tuyère, vous voyez, ils sortaient ici, on le voit mieux sur la planche suivante, ils sortent en sortie sur le plan de sortie là. Voilà. Et il y avait ici des déflecteurs de telle sorte à avoir une surface mouillée la plus importante possible. Et pour faire quoi? Parce que on a une force centrifugale. On peut expliquer le phénomène, mais c'est pas le sujet pour ce soir. Une force s'appliquait ici normale à peu près à la moyenne de cette corde ici là, telle sorte
sorte que, pourquoi faire ceci? Cette résultante dans ce sens-là se décompose en une verticale et une horizontale. Et une verticale, ben, ça permet d'avoir un supplément de portance. Et pourquoi avoir un supplément de portance? C'est pour réduire les longueurs de roulage pour nos chers avions. Et la NASA, en 2025, Boeing, la NASA, on va dire, prévoit ce type d'appareil. Bon, j'avais demandé à cet homme qui était venu à Toulouse, du reste, faire une conférence super intéressante, comme d'habitude. Et comment ils envisagent les choses pour le décollage? Ils braquent légèrement la tuyère, ils braquent complètement ce volet, telle sorte que par effet Condat toujours, les gaz sont déviés vers le sol, ce qui fait que les distances de roulage sont plus courtes, et en croisière, ils redressent tout pour être en lice et réduire la traînée. Chose que n'avait pas le précédent, le YC14 précédent, où il réduisait pas la traînée parce que c'était pas, il redressait rien du tout, quoi. Ici, il déploie au décollage aussi cette surface, telle sorte à avoir une surface mouillée plus importante. Mais enfin, en 2025, voilà à peu près ce qu'il prévoit. Alors, j'en avais légèrement parlé à un de mes correspondants à Airbus. Bon, ok, voilà, pas plus, je dis. Voilà. La propulsion du 21e siècle, point d'interrogation tout de même. Hein. Combustion à volume constant, point d'interrogation, mais maintenant, après quelques années, je mettrai un point d'exclamation. Et on va voir pourquoi. La combustion à volume constant, bon, on va y revenir. Ce cycle-là, sans rentrer dans les détails, bien sûr. Hein. Le cycle, les différents cycles, bon, j'ai pas mis le cycle diesel parce que c'est pas trop le sujet pour ce soir non plus. Mais, vous voyez, dans les différents cycles, dans une représentation PV, hein, pression-volume, ici, si on a un taux de compression, on passe de la pression atmosphérique, on va dire, à ce niveau de taux de compression. Nos chers moteurs, si je peux dire, à combustion interne, à peu près, bien sûr. La combustion s'effectue à volume constant, donc ici le volume reste constant, pendant que la pression monte, il y a une détente, le piston redescend, et quand il arrive au point mort bas, bon, normalement, la soupape s'ouvre, et les gaz encore à une certaine pression et une certaine température sont éjectés dans la ligne d'échappement. Bon, on récupère certaines énergies, bon, peu importe. Voilà, ça c'est le cycle auto, on va dire. Le cycle de Joule-Brayton, dont la technologie permet d'avoir tous nos turbopropulseurs, hein, nos turboréacteurs. Même taux de compression, on compare ce qui est comparable. Là, on est une combustion, le cycle de Brayton, c'est une combustion à pression constante, puis après détente. Donc, l'étage de compression, l'étage de combustion et l'étage de détente, bon, que tout le monde connaît, les fonctionnements du cycle du turboréacteur. Le cycle de Humphrey, qui date depuis un certain temps, hein, dit quoi? On dit même taux de compression toujours, mais combustion à volume constant et détente, non plus ici, mais détente totale. Et il s'avère, ne serait-ce que là-dessus, quand on fait l'air, hein, on calcule l'intégrale de ces airs, et il s'avère que l'énergie récupérée par le cycle, si on fonctionne sur le cycle de Humphrey, est très intéressant, et selon on se situe dans le taux de compression, ça peut aller jusqu'à 40% de gain en consommation. Théorique, bien sûr, mais on compare ce qui est comparable, donc c'est super intéressant. Ça, tout le monde le sait, si je puis dire, les motoristes connaissent ça. Bon, quelle est la technologie qu'on va mettre en face pour réaliser ce cycle, hein? C'est ça qui nous importe, hein, bien sûr. Parce que des cycles, on peut en dessiner des 5000, hein, tous les jours, on peut se faire un cycle, mais quelle est la technologie qu'on va mettre en face, hein? Parce que moi aussi, j'ai pensé ici j'allais dire, je prolonge la pression constante, et après je détends, mais ça on peut toujours dessiner, c'est facile, quoi. Bon, ok. Comment on le fait, c'est autre chose, quoi, bien sûr. Alors, pourquoi ce cycle est si intéressant que ça? Bon, je fais grâce évidemment des calculs, enfin, et des formules, c'est pas ça le sujet, hein. Mais on va comparer Humphrey à Brayton. Il s'avère, je vois pas trop là, il s'avère qu'avec le cycle de Humphrey, quand on rejette à la pression atmosphérique, hein, normalement, une tuyère adaptée, tout et tout, on arrive à la pression extérieure qui sera la pression atmosphérique. Il s'avère qu'on rejette les gaz à peu près à un taux de compression, bon, selon le taux de compression, hein, c'est la tendance qui importe. On rejette à peu près à 2100 degrés, on rejette les gaz à cette température, avec le cycle de Brayton. Avec le cycle de Humphrey, on le rejette à 1400 et quelques. C'est-à-dire que il y a une différence de 700 degrés Celsius. 700 degrés Celsius. Ce qui veut dire que si on rejette, on met la même quantité d'énergie, de calories à l'entrée du système, on va dire, et on rejette
ben, rejette le même débit de part et d'autre, mais avec une pression non la même, mais avec une température beaucoup plus faible. Ce qui veut dire que si je rejette des gaz à une température plus haute, ça veut dire que j'ai utilisé beaucoup plus efficacement l'énergie que j'ai mis à l'entrée. Voilà. Donc ça, c'est presque la démonstration de l'intérêt du cycle de Humphrey. Voilà, ça c'est réellement l'intérêt du cycle de Humphrey. Et on le voit ici aussi. Alors ça offre sur le plan technologique, si je puis dire. Le cycle de Humphrey peut fonctionner puisqu'on a une combustion à volume constant. On peut avoir un taux de compression de 1, ça veut rien dire, 1,01 si vous préférez. Et donc ça veut dire qu'on a un volume fermé dans lequel un prémélange, dans lequel on a mis du carburant, etc. Donc un volume fermé. On l'allume, ça veut dire que il est fermé. On va monter en température. Donc on va monter en pression, ce qui veut dire qu'on peut avoir comment dire, et on ouvre, on peut avoir de l'énergie, du travail. On peut avoir du travail. Par contre, pour nos turbo-réacteurs, nos turbo-machines, si on a un taux de compression, on va dire de 1, pour faire ça, c'est zéro, on fait rien tourner, donc il se passe rien. Donc déjà, dès à présent, et sur le plan purement théorique, mais on compare vraiment ce qui est comparable, dès à présent, on voit que la différence, vous voyez, à peu près 24-25% de gain en rendement thermodynamique pour Humphrey par rapport à Brighton. Donc là, c'est super intéressant, très bien. Voilà, il faut juste maintenant, je redis et je le redirai jamais assez, il faut mettre la techno. Sur le cycle de Brighton, voici ces merveilles, parce que ce sont vraiment des merveilles, de turbomachines. Hein, elles sont tellement merveilles qu'on est arrivé à l'asymptote, au maximum du possible, de ce que peut représenter la technologie qu'utilise le cycle de Brighton. C'est à peu près, on arrive à l'asymptote, si bien que le pourcent gagné coûte très très cher. Et tout le monde le sait, tous les motoristes le savent, quand on veut gagner on est quasiment à l'asymptote, donc pour gagner 1-2%, ça coûte très cher. Bon, tout le monde sait, vous voyez un peu les taux de dilution, et puis c'est pas fini, on arrive à 12, on peut, ça pose, c'est des intérêts certes, mais ça pose aussi d'autres problèmes. Là on essaie de contourner un peu la limite de ce que nous offre ce cycle de Brighton. Bon, tous les motoristes du monde, pour ne pas les citer, mais quand même en les citant, que vous preniez Rolls-Royce, Turbomeca, Snecma, General Electric, Pratt & Whitney, tous travaillent sur la combustion à volume constant, selon le cycle de Humphrey. Bon, avec leur techno, ça c'est ok, mais tous travaillent sur ce cycle parce que tout le monde sait que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Une autre merveille, le CFM 56.7B, mais bon, c'est peut-être pas le dernier, mais c'est sur cette technologie, c'est le NEC plus ultra, ne serait-ce qu'en consommation spécifique. C'est magnifique. Ça fait 60 ans quand même derrière qu'ils bossent les gars. Hein, donc c'est peut-être pas étonnant non plus qu'on arrive. Mais enfin ils y arrivent quoi. C'est ça qui compte. Et alors la DARPA que tout le monde connaît, la DGA américaine on va dire, mais c'est x5-6 à peu près. Mais bon, ok, chacun son ce qu'il fait. Donc ils ont repris les différents cycles. Bon, on a fait les mêmes études, donc on arrive à peu près aux mêmes conclusions, voilà. Sauf que bien sûr, ils font ça à l'américaine et ils disent la SFC, Specific Fuel Consumption, on peut aller jusqu'à 30 à 35% de gain en consommation. Bon, je vous dis, ils ont vendu ça à la DARPA. Nous, je vous dis, on a fait les mêmes études, mais quand même, on arrive réellement, on se dit, si on arrive à 20% de gain en consommation, effectif, bien sûr, on sera très content, sachant que quand on gagne 1-2%, c'est un peu le Graal de l'ancien cycle, quoi. Donc, voilà, nous, on dit à peu près 20%. Bon, écoutez, après, c'est l'expérimental qui sera le juge arbitre, hein. Voilà. Donc, Rolls-Royce travaille sur, alors maintenant, on veut faire de la combustion à volume constant. Comment fait-on? Voilà, comment fait-on? Rolls-Royce travaille sur une technologie qui est celle-ci. Vous voyez, ils disent effectivement que le bénéfice de la combustion à volume constant est très net parce que l'entropie est plus faible, etc. Bon, très bien. Ok, voilà ce qu'ils arrivent. Alors, c'est quoi leur techno? Vous avez un barillet ici, là, un barillet, dans lequel il y a des tubes. Hein, on le voit un petit peu ici. Il y a des tubes ici tout le long, comme ça. Et il y a des flasques de part et d'autre, dans lesquelles on ménage des lumières, des lumières. Voilà. Et par exemple, si vous avez flasque de ce côté-là, vous avez ces tubes-là qui circulent, donc qui tournent, comme indiqué ici, qui tournent entre les deux flasques. Et quand ici il y a l'entrée d'air, l'air comprimé ici, qui est issu du compresseur. Bon, ici, voilà, on injecte le prémélange. Donc ici, on a le prémélange. Quand il arrive ici, là, entre les deux côtés, il est fermé aux deux bouts, donc voilà.
ils font de l'allumage thermique aussi, hein, ce que j'appelle l'allumage thermique. Donc ils prennent les gaz du cycle N-1 qu'ils injectent dans le cycle N, donc très intéressant. Bon, avec leur techno toujours. Voilà. Et quand ces tubes qui tournent dans ce sens-là arrivent de telle sorte que les flasques de part et d'autre ferment le volume, il y a allumage et il y a effectivement combustion à volume constant. Donc on monte en pression et quand le tube, quand il tourne ici, il arrive de ce côté-là, ici c'est fermé, ici c'est ouvert, il y a des tentes de ce côté-là, il y a une turbine de ce côté et qui entraîne le compresseur. Après le truc relativement classique. Mais voilà comment ils font de la combustion à volume constant avec leur technologie et ils bossent dur. Ça fait le brevet, ce qu'on appelle le wave rotor. Le brevet est sorti en 1936 ou 7 ou 8, vous voyez, dans les années, fin des années 30. Donc vous voyez, bon, on l'a toujours pas vu encore en l'air, hein, mais bon, mais bon, tout le monde travaille, c'est des universités, Rolls-Royce quand même, c'est pas le dernier venu, hein, en matière de propulsion, donc le gars, il sait de quoi il parle. Donc voilà leur technologie, comment réaliser une combustion à volume constant. Bon, c'est la leur. Ils ont lancé donc un programme depuis 2009, avec des go-no-go évidemment chaque fois. Ils injectent 3 millions de dollars à chaque go-no-go. Bon, donc ils prennent ça très au sérieux. Hein, c'est voilà. Donc ils prennent ça très au sérieux. Et ils mettent beaucoup d'argent et avec des gars hyper compétents. Bon. La technologie française, qu'est-ce que c'est? Combustion à volume constant, bon toujours, hein, bien sûr. Mais comment fait-on? Alors comment fait-on? But du jeu, donc toujours, c'est de réaliser une combustion à volume constant. Donc de toute façon, quelle que soit la techno, ça va être pulsé. Parce que je ferme, je monte en pression et j'ouvre d'un côté pour faire la poussée, et voilà, et le cycle se répète. Donc ça va être de la combustion pulsée, de la propulsion pulsée, pulsatoire. Voilà. Donc nous, comment on fait? On a des valves ici qui tournent autour de cet axe, à l'entrée et à la sortie, Quand on est en combustion, quand les valves roulent l'une sur l'autre, j'allais dire, à la précision mécanique près, mais bon, si on rentre dans les détails de la couche limite, etc., passons. Voilà, on va dire que sur le principe, c'est ça qui importe pour ce soir, quand les valves roulent l'une sur l'autre, eh bien, en entrée à la sortie, eh bien, elles présentent une combustion. C'est à ce moment-là, quand elles roulent l'une sur l'autre, on va dire fermées ici, hein, bon, elles sont corrélées, évidemment. Voilà, c'est à ce moment-là que l'on allume, on va dire comme ça, la combustion a lieu, montée en température, donc compression, et puis après, à un moment donné, bon, elles ont pas, c'est un schéma de principe, hein. À un moment donné, la valve d'entrée, on va dire, est fermée pendant que l'autre s'ouvre, et puis bon, il y a éjection, le coup du ballon qu'on gonfle, et on fait la poussée comme ça. Poussée ou puissance, ça dépend comment on va utiliser les trucs. Donc vous voyez, comment faire de la combustion à volume constant? Nous, c'est des valves rotatives qui roulent l'une sur l'autre et à ce moment-là, on ferme l'entrée et la sortie et on déclenche la combustion. Voilà, c'est comme ça. Rolls-Royce, lui, c'était des flasques de part et d'autre dans lesquelles tournait un tube. Bon, voilà, chacun sa techno. Bon, voilà, très bien. Voilà, nous, comment on procède? Bon. Des brevets, évidemment, je déposais des brevets pour protéger un peu tout ça, sinon on est vite mort, hein, dans ce monde-là, si on n'a pas de brevet. Donc, depuis 2009, le brevet de base, augmenté de brevet de post-injection, pas de la post-combustion, de la post-injection, c'est autre chose, hein, où il y a que dans les rapports de recherche, pour ceux qui connaissent les brevets, dans les rapports de recherche, il n'y a que des A, c'est-à-dire que c'est pas anecdotique, il ne faut pas exagérer, mais disons qu'il n'y a pas de X et Y. Quand il y a des X et Y, ça veut dire, attention, il y a des choses très pertinentes qui viennent contrarier un peu ce que vous avez fait. Là, il n'y a que des A, donc libre de tout faire, quoi. Voilà. Post-injection, allumage thermique, brevet aussi sur, je ne sais plus ce que c'est ça, c'est monovalve triples, bon voilà, bon bref, un certain nombre de brevets sur le principe des valves rotatives. Là, on est en combustion, on est, tout ce qui a été fait pour ouvrir, fermer, et puis des brevets, j'en ai quelques tonnes là. Tout ce qui a été fait, et pensez que des centaines, voire des milliers d'ingénieurs qui réfléchissent pendant des décennies et des décennies, ils ont tous proposé, je suis étonné que ce soit ce type de dynamique de pensée, tous proposé pour ouvrir, fermer, des mouvements alternatifs, qui soient linéaires, type soupape, ou rotatifs, type papillon, mais tous comme ça. Et tiens, bon, ok. Mais bon, quand on est dans un environnement très stressant en termes de température et de pression, sur le plan mécanique, la durée de vie, elle est relativement courte. Ou alors, il y a des matériaux très lourds, c'est impossible de faire ça pour l'aéronautique. Voilà. Donc, tous les mouvements sont alternatifs, sauf le wave rotor, qui était continu, mais enfermé entre deux flasques. Donc, les fuites, leur vrai problème, ce sont les fuites. Bon.
Nous, eh ben, c'est un mouvement continu de rotation, hein, mouvement rotatif continu. Bon, ben, après, il y a des fuites, bien sûr, on est conscient de tous les problèmes, mais c'est, a priori, c'est quand même mieux en termes d'efficacité, parce que c'est ça qui compte, hein, à la fin du film. Hein, voilà. Donc là, pour démontrer pourquoi, dernière planche un peu mathématique, pour démontrer, mais bon, c'est un outil magnifique, hein, mais c'est qu'un outil, hein, voilà. Pourquoi c'est plus intéressant d'avoir de la combustion à volume constant qu'à pression constante? Ben ça, c'est grâce à Monsieur Meyer. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans vos études lointaines ou près ou proches. Monsieur Meyer qui disait que Cp moins Cv égale une constante, bon, égale constante à peu près, hein, en fonction du type de chimie qu'on a dedans. Voilà. Donc, quand on est une combustion à pression constante, le Cp, le coefficient de chaleur massique est de 1000 à peu près à la température ici employée, 1390, et le Cv est 1390 moins 287, donc plus faible. Si bien que quand on veut avoir, voilà, ben c'est ici que ça se passe. Quand, admettons, si on veut avoir le même, la même, comment dire, pour eux, si on veut avoir la même augmentation de température, ici, bon, tout ça, c'est pareil pour une technologie et l'autre, sauf que quand on est à pression constante, on divise par le Cp, quand on est à volume constant, on divise par le Cv. Donc, si on veut avoir une même augmentation de température, ben, il faudra moins de carburant pour avoir cette même augmentation de température. Donc, j'allais dire, tout est démontré ici, grâce à Monsieur Meyer, hein, merci Monsieur Meyer, comme dit l'autre, si tu nous vois, ok, voilà. Donc, on divise par le Cp ou on divise par le Cv, eh bien, quand on fait de la combustion à volume constant, eh bien, on peut employer beaucoup moins de carburant. Et c'est avéré, hein, c'est avéré, voilà. Donc, la démonstration mathématique ou théorique est ici faite, voilà, c'est ici. Donc on s'est dit on va monter, ok, c'est bien de la théorie, il faut quand même avancer. Ben, moi mon job, hein, c'est conception et validation physico-mathématique. Après moi j'ai pas d'entreprise, je sais pas faire, voilà, je fais ce que je peux, voilà, moi mon job il est là, voilà. Et pour réaliser ça, pour vérifier tout ça, on a monté un consortium constitué de, bon, je vais dire centre de gravité un peu ici quand même, de Comata Aerospace, dont les dignes représentants sont ici dans la salle. P', l'Institut P', qui est un laboratoire du CNRS et à l'ENSMA à Poitiers, et Turboméca, qui a, bon, ok, que vous connaissez à bord, voilà. Donc ce consortium, qui est propulsé, si je puis dire, qui est sponsorisé par la DGA et le ministère de l'Industrie, du redressement productif et tout ça, voilà. Et la DGA, dans le cadre de son programme qu'on appelle programme rapide, qui permet, qui pousse, qui fait la promotion des PME, il n'y a que la PME qui peut bénéficier de ce programme rapide, certes s'associer à des paquebots, hein, si je puis dire, hein. Là c'est la vedette qui fonce très vite, voilà, et ici on a les gros paquebots, voilà. Donc c'est ce programme DGA qui peut intéresser certains, hein, lancé par qui s'appelle Rapide, hein, qui mérite bien son nom, mais c'est pour promouvoir les petites et moyennes entreprises dans la haute technologie. Parce qu'en général, elles hésitent, etc. Voilà. Et c'est tellement intéressant que ça ne peut avoir lieu que s'il y a une PME, par exemple ici c'est Comat, hein, qui est pas loin, qui est dans la très proche banlieue toulousaine, bénéficie d'une subvention de 75% du coût de ce que va lui de ce que va lui représenter la réalisation de quoi que ce soit, de son programme. Pour les grands groupes, c'est 50%, et pour les instituts, nationaux, c'est 100%, évidemment, c'est un laboratoire public. Voilà. Donc, voilà. À partir de là, donc on voulait faire quoi? Vérifier ce qu'est le thermoréacteur, est-il intéressant ou pas, quoi, hein, parce que la théorie dit que c'est super bien, d'accord, mais bon, ça ne suffit pas de le dire, ni de le calculer, il faut le vérifier expérimentalement. Donc, une première maquette, un prototype a été réalisé par Comata Aerospace, hein, c'est eux qui ont fait ça, en un temps record, je précise. En un an, mais à partir de la feuille blanche, je me permets de le dire et d'insister parce que c'est pas évident. En un temps record, en un an les maximum, à partir de la feuille blanche, ils ont réalisé c'est de la haute couture, hein, je vous dis tout de suite, c'est vraiment de la haute couture, quoi. Voilà. Ça, c'est dans le local au CNRS à l'ENSMA à Poitiers, hein. On est à Poitiers ici. Voilà, ici vous avez des hublots, hein, que vous avez ici. Bon, au moment de la combustion, bon, voilà, c'est un petit médaillon qui montre
qui montre ce qui se passe dedans. Donc on part de rien, on connaît rien. Sur la combustion à volume constant, il y a que nenni, quoi. Hein. Voilà. Donc il s'agit de tout découvrir, tout comprendre, tout analyser, tout expérimenter, et puis comprendre le phénomène, qui est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Voilà. Mais bon, voici donc une réalisation expérimentale qui a validé dès le mois d'octobre, novembre 2013, donc vous voyez, ça fait peu de temps, on a validé le concept du thermoréacteur, et on peut dire, aujourd'hui, sans optimiser rien du tout, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, la richesse, le taux de remplissage, c'est compliqué. On peut dire à ce jour que, compte tenu des premiers résultats que nous avons obtenus, nous sommes à peu près à 70% du théorique pur adiabatique, isentropique et tout. On est à 70%. Sans optimiser, je dis bien sans optimiser. Donc on est très satisfait, sachant qu'il y a encore le chemin est long, bien sûr. Hein, on met pas ça dans un avion, hein, bien sûr. Hein, mais bon, il faut l'industrialiser, l'optimiser, le réduire au maximum. Voilà. Donc on est très satisfait de ces premiers résultats. Donc le thermoréacteur, c'est un premier thermoréacteur. Le thermoréacteur 2, parce qu'il y a toujours des suites évidemment, qui lui va utiliser de l'allumage thermique. Plutôt que d'avoir 2 valves, il n'en aura plus qu'une. D'avoir 2 combustions par tour, il y en aura 3. Ce qu'on appelle la rotation assistée, que je vais rapidement vous dire. Et il sera aussi accompagné d'un réducteur acoustique, parce que moi la seule chose qui me préoccupe, c'est la puissance acoustique, ça va développer, parce qu'une combustion pulsée, je sais pas si vous avez souvenir des V1, parce que ils avaient ça, hein, c'était les pulso-réacteurs. Bon, évidemment, ils étaient fermés à un bout et pas à 2 bouts, hein, donc évidemment, la montée en pression a été faible, hein, moins de 2 bars. Hein. Donc là, on peut monter, on rentre à 3 bars, on peut sortir à 17, 18, 20 bars. Hein. Donc voilà. Voilà. Mais c'est bon, ça fait déjà un bruit assez. Et puis il existe des pulsoréacteurs de modèles réduits, ça fait un bruit extraordinaire. Donc moi, ma seule vraie préoccupation, c'est réduire cette acoustique. Bon, on va voir comment on peut faire. Alors, le thermoréacteur 2, c'est ça. Donc monovalve. Hein, il n'y en a plus les 2 valves qui tournent l'une sur l'autre. Non, il n'y a qu'une valve ici. J'ai une maquette que je vous montrerai après. Ici, vous voyez le réducteur acoustique. Bon, je vais vous en dire 2 mots. Ça, c'est la rotation assistée. Bon, ça, voilà, on obtient des courbes de pression, température ici, voilà. Et on a fait sur une technologie. Bon, peu importe. Sur une technologie qui permet justement de réduire le bruit que j'appelle millefeuille acoustique, hein, qui entoure le jet ici principal, qui l'entoure de nappes à des vitesses différentes. Parce qu'il faut savoir que le bruit, particulièrement le bruit de jet en tout cas, c'est proportionnel à la vitesse à la puissance 8. Donc la différence de vitesse entre les couches, voilà, c'est de la friction, hein, c'est ça qui fait le bruit de jet en tout cas, et c'est proportionnel à la vitesse à la puissance 8. Donc, vous voyez que ça monte très très vite, mais aussi ça veut dire que ça descend très très vite. Si bien que si en sortie ici la couche de la nappe ici a une vitesse beaucoup plus faible, on va réduire globalement le bruit dans un rapport de la vitesse à la puissance 8. Donc ça, c'est intéressant. Donc on a fait des simulations sur ce concept, on va dire, et il s'avère qu'avec Sogeti, à Hightech, hein, ici à Toulouse, à Blagnac, là, et il s'avère que selon l'épaisseur de la couche qui va enrober le jet principal, vous voyez, si on se place ici avec entre combien à peu près 5, 6, 7, 8, allez, entre 2 et 8 mm hein, d'épaisseur ici, et voilà, on arrive à des gains, des réductions en puissance acoustique entre 12 et 15 dB. Vous voyez, on est à peu près dans et là, on réduit un peu je me suis pas mis ici, bien sûr. Mais ici, voilà, on peut réduire de 12 à 15 dB le bruit de jet. Donc ça, c'est super intéressant. On va poursuivre les essais parce que quand c'est trop bien comme ça, il faut quand même creuser de plus en plus. Bon. Mais tout de même, la tendance est intéressante, quoi. Voilà, c'est ça. Ici, c'est la rotation assistée de par la géométrie de la valve d'éjection, bon, qui a été modifiée depuis, mais peu importe, là, en gros, c'est quand même ça. Eh ben, il s'avère que la pression des gaz ici, au moment où la valve tourne, comme s'il y a une dissymétrie, eh bien, on crée un couple toujours positif,
toujours positive ici, ouais, hein, qui va s'exercer sur la valve, si bien que si on fait rien, ça va commencer à tourner de plus en plus vite. Donc, pour réduire ça, il faut réguler cette vitesse, évidemment. Et pour réguler cette vitesse, on met en sortie de l'arbre, hein, cet arbre ici, on y met un moteur électrique et génératrice et motrice, voilà les deux, qui permet de réguler, de commander, et puis s'il reste un peu de place au point de vue énergie ici, on fabrique des électrons pour alimenter l'avionique à droite à gauche, quoi, voilà. Donc là, et ça c'est pour un seul, et on arrive à des moments intéressants, hein, vous voyez, un peu ici, on est en mètres newtons. Ici, ça fait un diamètre de entre 4 et 5 cm, entre 40 et 50 mm. Donc vous voyez, c'est un petit truc, hein. On arrive à générer un moment maximum, on va dire de 5 Nm, certes, mais bon, on va en mettre plusieurs, etc. On peut sortir un moment super intéressant et produire et de la régulation et de la commande et de l'électricité, quoi. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Bon, au point de vue, là on est rentré à 3 bars à peu près, vous voyez, on est rentré ici à 3 bars. En fin de combustion, on est aux alentours de 20 bars. Hein, 3 bars, quand on a une combustion à volume constant, on rentre à 3 bars, ici à peu près, ici là, et on sort en fin de pression maximum évidemment. Hein, la chambre de combustion c'est ici là, ici. Voilà, on sort à 20 bars. Évidemment, la pression en fonction de l'ouverture ici, elle suit cette évolution. Là, c'est le débit. Bon, ok. Voilà. Ici, vous avez la température qui est en fin de combustion maximum aux alentours, je vois pas 2006, un truc comme ça, ouais, à peu près 2600 K, bien sûr, mais ça descend aussi en fonction de la détente. Hein. C'est la loi de la thermodynamique, hein, bien sûr. Voilà, ça détend. Si bien que la température moyenne estimée est aux alentours de 1300 K. Sans refroidissement, et je dis bien sans refroidissement. Voilà. Donc le thermoréacteur 2, ça va être ça. Vous voyez, et quand la valve ici tourne, ici, quand elle arrive ici et là, elle a fermé. On a isolé, on a fermé la chambre de combustion ici et là. Vous voyez, il n'y a pas la même géométrie, bien sûr, parce que pendant que celle-ci s'ouvre, il faut que celle-ci soit fermée pour produire de la poussée, évidemment. Donc il n'y a pas la même géométrie, bien entendu. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le thermoréacteur 2 que je vais vous montrer après. Et ici, c'est l'échelle 1. Ensuite. Le cycle, mais je ne vais pas trop m'étendre parce qu'il y a d'autres planches à voir. Ce que j'appelle l'allumage thermique. Sur le cycle N-1, on a stocké les gaz chauds, haute pression, haute température, on l'a stocké dans ce réservoir. Bon, je l'appelle réservoir thermique. Quand la valve tourne, ici, elle est fermée, ici, elle est fermée, elle continue de tourner. Quand elle est ici, elle isole de l'extérieur pour l'entrée, l'injection. Ici, elle laisse l'ouverture ici et là. Les gaz chauds, ce qu'on appelle la torche ignition, hein, ça existe. Ce que fait Rolls-Royce dans l'allumage de son wave rotor, hein, ils font pareil, mais avec leur techno, hein, bon, ça, chacun sa techno. Voilà. Donc ici, on ouvre, on délivre un peu les gaz sous haute pression, haute température. Ils sont à 1700, 1800, 1900 K, quoi. Dans le moteur diesel, pour l'allumer, ils sont à 900 K à peu près, hein, quand ils arrivent en fin de compression. Donc, on va allumer ce qu'on appelle la torche ignition, qui est très efficace. Mais l'intérêt, c'est qu'on n'a plus de la ligne électrique avec la bougie, la bobine, la carte de commande, la filasse et tout. Moi, mon obsession de la masse aéronautique, c'est voilà. Donc, une réponse, c'est ça, d'avoir l'allumage par l'allumage thermique, ce que j'appelle. Voilà. Bon, je ne vais pas trop détailler, mais avec plaisir si vous avez des questions, bien sûr. Donc, l'intérêt du thermoréacteur, donc de la combustion à volume constant ou à pression constante. Voilà. Validé, si je puis dire, par Turboméca, puisqu'ils me permettent de les citer. Avant, au début, ils ne voulaient pas qu'on les cite parce que concurrence avec Pratt, etc. Bon, ok, maintenant, ils sont d'accord. Donc, je les cite. La consommation serait aux alentours, un peu plus faible, mais aux alentours de 20%, sans optimiser, rien du tout, hein, je dis bien. Voilà. Le rapport entre le poids de ce que représente l'atoll, hein, parce que c'est quasiment de l'atoll, vraiment, il est intéressant. J'ai dit étonnant, mais pourquoi pas. L'encombrement, les minimums, voilà, ça, c'est l'échelle 1, je vais vous montrer ça. La simplicité, elle est maximum. Carburant, on peut tout essayer, hein, c'est une question de... Voilà. Le prix, aucune idée, absolument aucune idée. Bon, pour l'instant, c'est pas le sujet. Pour l'instant, c'est pas le sujet, le prix. L'inconvénient, tout est à, reconstruire. On part de rien, quoi. Hein, voilà, on est rendu à peu près comme au début du siècle, enfin, à peu près au début du siècle, au commencement de l'aventure des turbomachines et turboréacteurs. On est dans le même. On était pression constante, maintenant on est à volume constant, on est parti sur un nouveau. Et on n'a aucune antériorité, c'est ça le problème. Ouais, donc on découvre le mouvement en marchant, quoi, en gros. Hein. Et voilà, donc on grille quelques neurones, ça vous pouvez me croire, mais on avance, quoi. Voilà. Alors là, je me suis fait un peu plaisir, pourquoi pas, hein. C'est pas cher. Donc là, c'est fait par General Electric, CFM.
Et ils ont mis toute l'évolution des moteurs, voilà comment ils le voient, jusque dans les années, début des années 2000. Alors moi j'ai mis 2010, eh ben, ça sera le thermoréacteur, quoi, bien sûr. Hein. On va pas gêner, hein, bien sûr. Mais je pense que c'est pas certains connaisseurs, et des vrais connaisseurs, ben, ne contredisent pas du tout cette position. On n'en est pas encore à l'optimisation du thermoréacteur, mais on y va à grands pas et avec plaisir. Après les applications, ben, il y en a un certain nombre, hein, c'est sûr. Hein. Ben, l'Explorer que je vais vous présenter par la suite, nouveau moteur d'hélicoptère, on peut faire. Hein, on a comment dire, une machine, enfin un process qui fabrique de l'énergie cinétique à haut rendement. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Ah ben, après, on fait tourner, on fait de la puissance, on fait de la poussée. Après, ça dépend de ce qu'on va en faire. Hein. Drone écranoplane, on verra tout à l'heure. La propulsion spatiale chimique pulsée, ça n'existe pas, ça. Et la NASA dit, pour la propulsion chimique pulsée, parce que pensez bien qu'ils ont regardé l'affaire, ils ont dit, je pourrais vous donner référence, ils ont dit, sur le plan de l'impulsion spécifique, ouais, c'est légèrement mieux, légèrement. Bon, c'est donc pas là que ça joue. Par contre, les pompes qu'ils utilisent dans les propulsions des moteurs fusées, qui sont, ils vont jusqu'à 100 bars, voire plus. Les pompes, c'est le sujet fragile. Eh ben on a, ça, comment dire, ça réduit fortement l'inconvénient des pompes très très haute pression. Parce qu'on rentre à 3 bars. Et à 3 bars, 4 bars, 5 bars, hein, et on monte à la fin de la combustion, on est à trop haute pression. Donc la propulsion chimique pulsée, ben, c'est un nouveau truc qu'on est en train de proposer, bien sûr, hein, voilà, qui offre des intérêts aussi, hein, des plus loin intérêts. La trigénération, on peut faire de la ou de la trigénération, hein, en faisant tourner le truc, hein. Électrique, thermique, pneumatique. On peut faire, en général, ce qui se fait actuellement, c'est électrique, thermique, électrique très souvent, mais électrique, thermique aussi. Électrique, bon, on fabrique du courant. Thermique, ben, on chauffe des bâtiments et autres. Et pneumatique, on fait de l'air comprimé, selon l'intérêt, quoi. Et on peut faire donc aussi un nouveau thermocompresseur. Voilà, thermocompresseur. Et puis, hein, parce que ça dépend après ce qu'on veut faire. Bon, il s'avère que l'entreprise Altran me sponsorise depuis février 2013. Sponsorise, c'est-à-dire sous quelle forme? C'est qu'ils mettent leur intercontrat, si je puis dire. Et actuellement, il y en a beaucoup, hein, c'est un vrai problème, sachant que Airbus n'a plus un programme à 5-10 ans d'un nouvel avion. C'est vrai que ça, tous les ingénieurs d'études de recherche et autres, donc là, comme Altran a vu un sujet assez space, quoi, si je puis dire, donc ils ont décidé de me sponsoriser. Merci Altran. Bon, c'est gagnant-gagnant, hein, aussi, hein, bon, parce que bon, ils mobilisent un peu, ils maintiennent les neurones de leurs consultants en état, si je peux dire, voilà. Donc ils m'aident. Là, vous voyez, moi, mon rêve, c'est toujours de décoller verticalement depuis mon jardin. Hein, c'est une allégorie, bien sûr. Hein. Voilà, ça c'est une maquette qui m'a coûté cher, mais bon, voilà, qui était exposée au Bourget de l'année dernière sur le stand de la société Exant. Hein, donc merci Exant, parce qu'ils m'ont accueilli, très bien, merci. Voilà. Donc eux, alors par contre, à Altran, je leur dis, vous occupez absolument pas du thermoréacteur. Ça, c'est pas votre. D'abord, la combustion, ils connaissent pas, c'est pas leur job, hein, voilà. Par contre, vous occupez pas. Moi, je vous fournis la poussée. Vous, qu'est-ce que vous réfléchissez sur l'aérostructure et l'avionique. Voilà, ils sont là-dessus. Bon, très bien, ok. Bon, on va commencer par faire un drone, mais j'allais dire particulier dans le sens où le drone, le siège sera mis comme c'est pour un siège pilote. Et le siège va participer à l'aérostructure aussi. Donc ça, c'est important. Parce que moi, faire un drone, mais il y en a 50 000 qui font des drones, on n'a pas grand-chose à apporter de plus. Hein, franchement. Si ce n'est qu'on peut décoller sans rotor, hein, ça aussi. Hein. Mais bon, il y en a tellement. Il y a combien 200 et quelques entreprises dans le monde qui font des drones. Tout le monde fait du drone. Hein, mais maintenant, bon, c'est bien, voilà. Donc mon Graal à moi, c'est ça. Ouais, le gars là, il est devant chez moi, on va dire, ouais. Voilà. Donc ça a été décidé avec Altran. On s'est dit, voilà à peu près l'aérostructure définitive que l'on va employer. Donc les ailes, vous voyez, elles peuvent circuler et peuvent être en rotation à ce niveau. Au décollage, elles sont mises dans cette position. Les thermoréacteurs, l'immense avantage du thermoréacteur, presque plus que sa poussée, parce que c'est de la chimie, à la limite, c'est la physique, physico-chimique, c'est d'avoir un encombrement suffisant. Il n'y a plus les gros aspirateurs comme ça, quoi. C'est un machin qui fait ça, quoi, 10 cm, qu'on peut loger dans les ailes. Vous voyez ici, vous en avez un ici, là, il est logé dans les ailes.
Et voilà, ils sont là-dedans, hein. Ici, ici, ici et ici. Bon, là, c'est un petit loupé de Katia, mais c'est pas grave. Voilà, les 1 et 2 thermoréacteurs ici, 2 ici, 2 et 2, voilà. 4, 8 à peu près, on peut mettre 8, 10, après, bon, il faut optimiser tout ça, hein, mais voilà. Donc, le véhicule monoplace pour l'instant, bien sûr, bon, on va commencer par monoplace, et on va commencer même par drone, parce qu'on va pas tout de suite mettre un pilote dedans. Avec tout le respect que j'ai, je suis pilote aussi un peu, tout le respect que j'ai pour les pilotes, on va pas commencer à les mettre on ne sait pas comment ça va réagir au point de vue qualité de vol, tout ça, hein, on ne sait pas. Hein. Airbus m'a dit, nous, ça nous intéresserait de voir un peu comment utiliser ce truc. Avec messieurs, grand plaisir, parce que ils font partie des meilleurs du monde pour savoir utiliser ce type de... au moins pour ça, quoi. Hein, voilà, au moins pour ça. Et bien autre chose. Voilà. Donc là, un petit peu plus détaillé. Vous voyez, les thermoréacteurs sont dans les ailes. Vous voyez, ça c'est le thermoréacteur monovalve, hein, allumage thermique et tout. Voilà. Donc les ailes au décollage, elles sont mises dans cette position. Ça, c'est les thermocompresseurs qui sont mis dans la soute. Ouais, c'est complètement différent, quoi. Hein. Complètement différent, hein. C'est décalé. Il n'y a pas un compresseur qui est entraîné par une turbine, qui est elle-même alimentée, actionnée par une chambre de combustion. C'est fini, je veux dire, c'est fini ça. C'est un autre type d'architecture. Ici, vous avez les thermoréacteurs. Ici, vous mettez les turbocompresseurs, on va appeler ça comme ça, qui alimentent en air comprimé les thermoréacteurs placés dans les ailes, ici et là. En fait, il y en aura 2 ici et 2 à l'avant, voilà. C'est à peu près ça. Moi, je suis de l'ancienne génération, donc je fais mes schémas, mes conceptions sur Word. Donc ça, c'est fait sur Word, hein, je sais faire que ça. Katia, hélas, NCK à l'époque, on n'avait pas Katia. Hein. On a entendu vaguement parler, mais bon, on n'utilisait pas du tout. Donc moi, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, hein, voilà. Donc vous voyez, le pilote est ici, les thermocompresseurs qui sont mis dans la soute, ici derrière, voilà, à peu près, voilà à peu près la forme que ça va avoir. Et vous avez ici... Voilà, votre futur véhicule, hein, je vous le dis tout de suite, sans attendre, si je puis dire, votre futur véhicule, ça va être à peu près ce truc, quoi. Voilà. Ça va être ça. Aéronef du futur, c'est comme ça, le monoplace en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit, que je le vois en tout cas, hein, voilà. Décollage comme ça, il y a d'autres planches qui sont plus explicites, bon ça vous l'avez vu. Bon, et on cherche un peu, bon la verrière, elle va s'ouvrir comme ça, sur le côté, elle va glisser, bon tout est à faire, hein, tout est à faire. Mais verrière on sait faire, hein, bon d'accord, mais voir, moi c'est le poids, hein, voilà, c'est ça qui m'importe, hein, voilà. Donc bon, ça c'est voilà. Ici vous avez, bon j'ai commencé avec Xflow, je ne sais pas si vous connaissez Xflow. Lattice Boltzmann dans le monde de la CFD, la simulation numérique, c'est une révolution réellement, c'est une rupture technologique si je puis dire dans ce monde-là. Si bien que vous voyez ici les avantages, ils sont très nombreux. Vous faites votre maillage sur Katia, parce que ça on n'y coupe pas, et ben vous faites un glissé, bim, vous le mettez dans le logiciel Xflow et il se fait automatiquement le maillage, vous n'avez plus rien à faire, quelques heures, et puis ça se fait le tour. Alors que ça prenait voire des semaines, voire des mois quand on veut raffiner, etc. Donc super intéressant. Donc je leur ai demandé, ils sont venus me voir, me dire, voyez, on a un truc super, bon ok, donc on écoute. Très intéressant, je vais voyons, montrez-moi un peu ce que ça fait. Ben merci de m'avoir aidé, quoi, hein, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez faire le CX et le CZ de ce véhicule? Bon ben les gars, ils ont pas du tout optimisé, hein. Pas du tout optimisé. Donc là, on va diviser au moins par 2, parce que bon, on peut le faire, hein, bien sûr. Mais bon, en très peu de temps, ils m'ont sorti les résultats, quoi. En 2 heures, pam, ils m'avaient sorti les résultats. Donc ça, c'est formidable. Donc voilà, je leur fais un peu de pub parce que bon, ils m'ont aidé, je leur rends, hein, voilà. La traînée négative, c'est pas un effet de manche. La traînée négative. Voilà. Donc pour l'instant, point d'exclamation, point d'interrogation. C'est quoi? J'ai fait un truc simple, là. C'est M. Shilowski, je vais vous en montrer, je vais vous dire qui c'est ce gars-là. On a fait un truc simple, c'était avec l'NCK, hein, sur Fluent, avec un étudiant de NCK. Voilà, vous avez un demi-cylindre, on l'a fait simple, hein, pour à la limite approcher ce phénomène. Ici, vous avez un soufflage, de l'air qui est soufflé comme ça, perpendiculaire à la vitesse infinie à mont, ici comme ça, un soufflage ici comme ça. Bon, on regarde ce que ça fait. Bon, vous voyez, là l'air est ici, bim, voilà, et on monte la vitesse de soufflage. Ici, on est à 33 mètres secondes, on passe à 100 mètres, on passe à 150 mètres, et regardez le truc. Sans ce qu'on appelle Shilowski, je vais vous dire qui c'est ce gars. Hein. Voilà. Sans Shilowski, on a une traînée de ce demi-cylindre de 63 newtons.
Ici, quand on va souffler, ne serait-ce qu'à 33 mètres secondes, on réduit la traînée, on passe de 63 à 35 newtons. On augmente la vitesse ici, bim, on devient négatif. Ça veut dire quoi? On devient négatif, c'est-à-dire qu'on pousse dans ce sens-là. Alors, la traînée négative, c'est un abus de langage. Je vous l'accorde bien, c'est un abus de langage. Mais globalement, on a, ce que je dis, on est en train d'introduire un nouveau coefficient. Il y a le CX, le CZ, ben, il y aura le C Shilowsky, on va l'appeler comme ça, le coefficient Shilowsky, qui va montrer que l'on peut avoir, ben, au lieu de traîner, on va pousser. Ça, je veux dire, bon, on constate, hein, on constate. D'où ça sort tout ça? Pourquoi ça? Ben moi, ce qui m'importe, c'est de comprendre les phénomènes, hein, bien sûr. Hein, voilà. Ici, on a le bord d'attaque, on va dire. Bon, on met un tube très petit, hein, voilà. On souffle ici à une certaine vitesse. Ici, on a le flux infini amont. Bon, et ben le fait de souffler comme ça 2 secondes pour essayer de comprendre le phénomène. Hein, le fait d'avoir un soufflage ici d'une certaine épaisseur, bon, etc. Eh ben, par viscosité, on entraîne les molécules ici sont aspirées en gros, hein, sont emportées par ce flux ici, et on crée. Ben, il y a la circulation parce que la nature est en horreur du vide, mais là c'est pas du vide, c'est de la dépression. Hein. On crée ici une dépression qui est beaucoup plus importante que la dépression, si je puis dire, qu'il y a dans le bord de fuite. Donc ici, ben, on fait en quelque sorte, on fait un bouclier aérodynamique. On fait un bouclier aérodynamique. Mais c'est pas, je veux dire, c'est connu depuis un certain temps, mais pas appliqué à l'aéronautique. Je suis assez époustouflé de ça. Donc ce que j'ai fait, c'est pas Star Wars, hein, quand ils s'amusent là. Je travaille avec l'école centrale à Paris pour justement, le but du jeu, c'est quoi? C'est de comprendre, d'abord comprendre le phénomène par effet Shilowsky, bien sûr, et donc de voir quels sont les différents paramètres qui règlent ce phénomène, comme la vitesse, l'épaisseur de la fente de soufflage, la distance par rapport au bord d'attaque, la vitesse ici. Bon, voilà, il y a tous ces paramètres qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître pour savoir, après optimiser, hein, tout ça c'est fait pour être optimisé. Et en plus, je veux, y adjoindre l'effet de surface, donc type écranoplane, voilà, ça m'intéresse bien. Et c'est pas pour rien parce qu'on peut gagner en consommation énormément. Voilà, donc ici, vous voyez, c'est toujours la simulation, on souffle ici, ben on crée une dépression ici, là, voilà, on crée une dépression beaucoup plus importante. Bon, ça c'est un peu, oui, ça s'amuse un peu, Star Wars, bon, ok, ouais, c'est bien. Mais bon, on va le faire aussi, hein, on va le faire, voilà. Donc, Monsieur Shilowsky, c'est qui? Vous voyez, c'est un gars qui était en France. C'est un immigré russe qui est venu se réfugier en France, si je puis dire. Et il a déposé ce brevet. Bon, là, c'était le 27 novembre, mais dès 1917, il a déposé ce brevet. Il voulait faire quoi? Non, mais moi, je trouve ça assez extraordinaire. C'est-à-dire, comment il a pu avoir une idée pareille? Ben, le gars, dans ses obus, donc on est en 1917, on dialoguait avec les Allemands à cette époque-là. Et le gars, il s'est dit, comment je vais pouvoir envoyer mes obus plus loin que bien sûr. Le but, c'est ça. Donc le gars, il a eu cette idée, mais extraordinaire. Il s'est dit, au bout de mes obus, voilà, ben, je vais mettre du gaz. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Hein. Il fait brûler du gaz à haute pression et il éjecte ici donc une espèce de corolle qui va entourer l'obus, eh ben, si bien que l'obus, il allait beaucoup plus loin que si avec la force de traîner. Donc, voilà d'où M. Shilowsky, qu'on remerciera jamais assez. Hein, voilà. Moi, je veux l'appliquer à l'aéronautique, à notre monde, parce que c'est ça qui importe. Bon, là, on va passer rapidement, mais tout de même, Shilowsky ou pas Shilowsky, pneumoréacteur ou thermoréacteur, parce que dans mon engin que je veux utiliser, voilà, c'est ça. Hein. Donc, pensez que j'ai passé quelques nuits, 150%, c'est pas loin, hein. Des fois 160. Voilà. Donc j'ai passé quelques nuits à vérifier, survérifier et survérifier avant de balancer ça dans la nature, parce que les opposants, il y en a toujours, et c'est normal, hein, bien sûr. Voilà. Donc en croisière avec donc l'engin monoplace pour se déplacer. Donc voilà, un monoplace. Si on n'utilise pas Shilowsky, on est à peu près à 20 litres par heure de kérosène. Hein, et si on utilise Shilowsky, on gagne 20%, on est à 16 litres à peu près par heure. Donc, il faut faire du Shilowsky de toute façon. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi j'ai mis ça? Parce que, vous voyez, regardez ça. Vous voyez, comment dire, il n'y a pas la distance n'est pas respectée, ils n'ont pas la ceinture-sécurité. Regardez le vaisseau amiral, il a une coupe de cheveux plus qu'impertinente. Et pourtant, il est passé d'une rive à l'autre.
Et voilà, il est passé d'une rive à l'autre. Il n'est pas passé par les fourches codines, la certification, tout ça. Bon, j'exagère un peu, mais pour dire trop de certification, bah, trop, c'est trop, quoi. Voilà. Et la nature, vous voyez, elle ne connaît pas la DGAC. Bon, ok, bien sûr. Mais bon, ne continuer à pas la connaître, c'est bien. Mais bon, non, mais on est responsable, on sait très bien quand on est en l'air, on plaisante pas. Je suis pilote, hein, j'ai failli me cracher, donc je sais qu'en haut, on plaisante pas. Et donc on est aussi responsable que n'importe qui. Quand on fait quelque chose en l'air, il faut que ça tienne et que ce soit sécurisé et tout, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Alors ça, c'est un petit clin d'œil, juste de façon. Il faut les exciter un peu, hein, parce que je leur ai dit, imaginez quand il y aura à peu près des milliers, voire des millions d'Explorers dans le ciel. Alors, comment vous allez faire? De toute façon, avant qu'il y soit, il faudra qu'il nous donne. Mais on peut voler dans des endroits où on a moins de contraintes, hein, si je puis dire. Ça, c'est pour rendre hommage à nos glorieux anciens. Et je dis gloire aux anciens. Alors, regardez un peu les gars, là. Là, il est allongé, le type, hein. C'est les frères Wright, ça. Ils sont allongés, ouais, les pilotes. À l'époque, c'était quelque chose, quoi. Hein. C'est pas pour dire, hein, je respecte infiniment les pilotes de maintenant, mais bon, c'est pas le même monde, quoi. Donc, c'est grâce à eux que nous en sommes ici, quoi. C'est grâce à eux que nous en sommes ici, donc. Mais gloire aux anciens, parce que c'est gloire aux anciens. Voilà. Ça, c'est donc mon rêve, hein, bien sûr, d'enfant. Hein. Bon, là, j'ai un peu changé, c'est vrai. Mais le rêve lui-même est toujours intact. Je veux décoller verticalement. Regardez, c'est une merveille de la nature. Vous savez combien ils font de battements à la minute, ces colibris, là? 4000 battements à la minute. Non, mais vous vous rendez compte un peu? Biologique, quoi. 4000 battements à la minute. Et puis, ils vous regardent un peu, je veux dire, avec un œil un peu, je veux dire, arrogant. Un peu arrogant. Quand vous regardez leurs petits yeux, ils battent à 4000 en gros, tu pourras pas le faire, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi. Et c'est vrai qu'on pourra pas le faire. Ça, pour l'instant, on en est loin. Donc là, je termine bientôt. Je dis, mon premier consomme comme une voiture. Bon. Mon second décolle comme un hélicoptère. Et mon troisième croise, j'ai pas trouvé d'autres mots, comme un avion. Et mon tout est, et quoi? Eh ben, c'est donc votre futur véhicule, ceci-là. Vous voyez, ça va être ça. On est proche de la forme, l'aérostructure finale. Bon. Les thermoréacteurs sont là, on va peut-être les rapprocher de l'implanture. Bon, ça a forte chance. Par contre, ceux à l'avant, bon, on va les laisser parce que ça fait 60 cm, ça, hein, ça fait moins d'un mètre, hein, ça. Donc, on va pas les voir, ils sont là, vous voyez, ici, là. Voilà. Ça va savoir cette forme décollage vertical sans voilure tournante. C'est ça le truc, hein. Ça qu'il faut en gros retenir. La transition, comme toujours, la transition c'est le plus difficile. Hein. Là on est au décollage et puis on monte et vous voyez les ailes basculent de plus en plus jusqu'à devenir horizontales quand on atteint la vitesse de croisière. Quoi, en gros, hein. Voilà, peut-être un petit peu avant. Et là je dis merci Spirou. Pourquoi? Parce que quand j'étais tout gamin, 8-10 ans, j'étais abonné à Spirou et j'avais vu dans les aventures de Sophie, c'est ça, voilà, c'était le papa qui lui avait inventé cet appareil-là, et j'avais été fasciné et je m'étais dit, c'est absolument ça qu'il me faut. Vous voyez un peu le gars, il a un peu le nez rouge là quand même, bon ok, bah, c'était Citroën à l'époque, hein, voilà. Et il voit passer cet engin, bon évidemment super étonné, etc. Je lui dis merci Spirou parce que il m'a vraiment, là vous avez Zorglub, la Zorglub mobile, c'était le méchant, hein. Lui c'était le méchant, bon, et Spirou c'était le gentil évidemment, voilà. Voilà, donc j'avais été super impressionné par ça, et voilà, et ça c'est toujours, vous voyez, je me dis ça, le temps n'a eu aucune prise n'a rien effacé, voilà. Voilà, j'ai terminé, je veux juste vous passer un petit film pour que vous puissiez passer commande après, hein, vous allez voir. Alors, le petit film, comment on peut faire là, le coup du film là? Alors, le coup du film, là, là j'ai fini, non, on va pas l'enlever. Ah oui, voilà, il est là, oui. Clip, voilà, je vous passe ça. J'espère que le lecteur sera actif. Vous en avez assez d'être pris dans les bouchons tous les matins et tous les soirs? Explorer vous apporte la solution. Ce véhicule révolutionnaire à décollage et atterrissage vertical vous propulsera dans les airs à 200 km/h à une altitude de 2500 mètres et sur une distance minimum de 500 km. Sa consommation, elle n'excède pas les 18 litres au 100 km et son prix, celui d'une berline haut de gamme, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas les 70 000 €. Vous voulez savoir quand passer chez votre concessionnaire? Eh bien, commencez par venir nous voir au prochain salon aéronautique du Bourget de 2017, vous pourrez assister à une démonstration en vol. Alors, à très bientôt dans les airs. Voilà, vous pouvez passer commande quand vous voulez, à la demoiselle. Voilà. Est-ce qu'on a un micro ici? Non.
Donc, je ne trouve pas de micro, mais le moment est aux questions. Si vous voulez bien les exprimer, je n'ai pas de micro pour vous aider. C'est donc un avion en réaction. Oui. Pulse. Qui vole à 200 km/h. Pardon? Qui vole à 200 km/h. Oui, oui, à peu près. Quel est le rendement de Là, je m'attendais à cette question parce qu'on me l'a posé un certain nombre de fois. Le rendement de propulsion, si vous pouvez poser la même question à ceux qui font des fusées, vous savez, il est très mauvais, bien sûr. Il est très mauvais, bien sûr. Mais, qu'importe. Non, ce que je veux dire, vous avez un rendement thermique merveilleux, tout le monde accepte. Ça, c'est vrai. Je suis plus exigeant que beaucoup. Ah, il est très mauvais, j'ai deux. Ouais. Allez, allez-y. Autant vous gagnez énormément sur le premier, autant vous perdez énormément sur le second. Donc je pose la question, quel est le rendement de foudre d'un système d'éjection, ou autrement dit, quelle est la vitesse d'éjection du jet dans la fonction troisième, alors que de la façon première. Bon, d'accord. Bonne question, hein, bien sûr. Bien sûr. Monsieur est fortement connaisseur, je vois bien. D'abord, le jet n'est pas continu, il est pulsé. Donc, est-ce que ça veut dire quelque chose, la valeur moyenne? Comme on dit, le français moyen, bon, il existe. Non, non, sachant que la fréquence de pulsation est d'à peu près entre 40. Non, il est très mauvais. Mais, non, mais bien sûr. Vous avez dit, je découvre quelque chose de différent, puisqu'avant il y avait quand même pas mal d'effets Wandel. Non. Et donc vous décollez verticalement, mais c'est essentiellement un avion réaction qui vole à 200 km/h. Ouais. Ça ne peut pas être bon en rendement propulsif. C'est vrai, donc j'arrête tout de suite de faire ça. Hein. Dites-moi combien vous avez dit 16 200 km, c'est ça? Ouais, c'est comme ça. À 200 km, ça dit à l'heure. À l'heure. Bon, la demoiselle, je veux dire, j'ai passé commande à. Je veux dire, c'est une entreprise, c'est pas une copie de moi. Hein, mais j'ai passé commande. Bien, elle va me vendre beaucoup d'histoires. Hein, même si, parce que je ne lui ai pas parlé du rendement de propulsion. C'est pour ça qu'elle. Oui, bien sûr. Non, il est très mauvais, bien sûr. Et il peut aller, quand on utilise, on active tous les thermoréacteurs, on peut aller à 700-800 km/h pendant 1 ou 2 minutes. Pendant 2 minutes, hein. Pendant 2 minutes, parce que la physique, c'est la physique, ça consomme. Mais on peut aller à 700-800 km/h. Possible. Donc le rendement de propulsion, certes, vous posez la question même à ceux qui font des fusées, vous leur dites quel est le rendement de propulsion, ils vont vous dire c'est pareil, non mais c'est pareil, c'est de la propulsion, c'est de la réaction. Hein. Non, il est mauvais bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire mauvais quoi? Ouais, d'accord. Vous cachez quelque chose. Non, je cache rien. Non. Vous ne parlez pas d'un élément très négatif. Au niveau efficacité. Donc ce qui est embêtant, c'est que ça fait à peu près 20% de gains en consommation, avec un rendement de propulsion qui n'est pas terrible, c'est vrai, mais ça fait quand même, je consommerai moins de kérosène que n'importe quelle turbomachine. Quel est le rendement de propulsion d'une turbomachine? L'ancienne génération, si je puis dire. Dites-moi un peu, est-ce qu'il est vraiment excellent ce rendement de propulsion? Vous avez à 0,8, le rendement produit global, vous arrivez à 0,4. Et des avions militaires, alors? Pardon? Et des avions militaires? Moi, je fais à Toulouse, donc les avions civiles. Ah oui, d'accord. Moi, je suis ancien de la DGA, donc bon, ok. Oui, non, mais je ne conteste pas, hein, bien sûr, qu'il est mauvais, on va tout améliorer, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors, le deuxième sujet, je n'ai pas compris comment ça part. À T0, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire? Alors, moi, dans ma jeunesse, j'ai fait fonctionner un téléréacteur. Les voisins n'aimaient pas. Oui, c'est sûr. J'ai parlé de la vitesse du jet au niveau de l'efficacité. J'aimerais qu'on parle du bruit, parce que vous avez beau mettre un silencieux qui va mélanger réduire la vitesse moyenne, ça va sortir à 300 ou 600 mètres secondes. Plus que ça. Ouais. Vous avez bien fait dire que c'est des 8. Hein. Ouais. Bon. Donc l'aspect bruit, là vous en avez parlé, je me souviens que Concorde, c'était du 160 dB tout de suite à côté de la cuillère. Bien sûr. Donc vous pouvez gagner 15 ou 20, ça fera encore beaucoup de bruit. C'est vrai. Bon. Il y a l'aspect acoustique. Et maintenant, au décollage, la dernière fois que j'ai vu vos présentations, vous avez un effet comme là. Là, il a disparu, mais vous décollez verticalement. Et un jet qui sort à des vitesses très rapides, donc il va abîmer le sol, mais ça,
C'est vrai. Et je reviens au concept économique. Il faut faire un bilan économique. C'est-à-dire Énergétique. Énergétique. Et alors? Et bien, quand vous multipliez un très bon rendement thermique avec un très mauvais rendement propulsif, vous avez globalement quelque chose qui n'est pas merveilleux. Et alors? Donc ça peut pas être un véhicule économique. Et en plus, il Bon, fait vibrer. bah, c'est ça. Donc je me demande pourquoi je m'entête à faire un truc comme ça, quoi. Figurez-vous, c'était la question que j'avais en Ça, non, mais j'ai bien vu. Ça j'ai bien vu. Ça, j'ai bien vu. Bon, d'accord. Non, mais moi, je persiste encore et j'arriverai à réduire le bruit, etc., etc. J'ai beaucoup grâce à vous, j'ai appris dans le détail ce que c'était les Fukuhara. Il disparaît, donc je suis un peu déçu. Donc je reprenne mes. Bah, il y a l'effet Shklovsky qui est venu compenser un peu le truc, hein. Et ça c'est quelque chose. L'effet Shklovsky, c'est une merveille d'effet physique, hein. J'avais dit, vous n'avez pas répondu à la question. Non, non, non. Oui, quelle était la question? Le véhicule au sol, Ouais. il y a un pilote qui rentre dedans. Qu'est-ce qu'il fait pour faire marcher la machine? Bah, il prend la manivelle et... Non, je plaisante. Oui, il fait une bon pompier. Non, ben oui, pourquoi pas? Non, franchement, pourquoi pas? Non, ben, dans un premier temps, ben, il y a un démarreur comme partout, il y aura une réserve d'air comprimé, il y aura dans un premier temps un point chaud, les bougies glow que vous qui connaissez les modèles réduits, ben, il y aura une petite résistance électrique qui va mettre et après ils vont se propager de l'un à l'autre parce qu'il va être en communication. Mais bien sûr, bien sûr. Ben, il ne fait pas ça, il ne va pas faire une prière, quoique, je sais pas. Hein. Mais bon, voilà. Non, mais bien sûr, il y a un commencement à tout, hein, c'est sûr, c'est sûr. Bien sûr. J'en reviens à mon sport. Moi, j'allais chez le garagiste, il me prêtait son compresseur, et une fois que c'était parti, Oui, éventuellement, non mais je suis d'accord avec vous, mais vous savez, on a plein de choses à découvrir, hein, parce qu'éventuellement, il pourra avoir, comme vous dites, un compresseur au sol, ça fera des gains en plein de choses, mais un compresseur au sol, quoi. Hein. Voilà, il pourra commencer comme ça, peut-être, hein, je sais pas. Hein. Moi, j'ai pas réponse à tout, hein, je vous dis tout de suite, monsieur. Moi, je suis favorablement impressionné par tout ceci, parce que pour moi, ça touche le cœur de ce qui est le domaine de l'invention, ça touche le cœur de la création, de l'imagination. On connaît l'histoire de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci qui a fini sa vie, si je ne me trompe pas, dans une petite maison de jardin. Cabane au fond du jardin, oui. Cabane au fond du jardin. Il était décrié en Italie, vous voyez, son art, il disait, vous voulez, je ne sais pas comment le faire, et les Français l'ont accepté, et il a fini de sa fin de vie protégé par les Français. Voilà, je vais le faire comme. Mais moi, je trouve que les gens nous donnent le faux, parce que si on dit les choses en disant ça sert à rien, si là le reste, on ne progresse jamais. C'est sûr. Et si on ne progresse jamais, c'est la mort technique des sciences. Donc, je te félicite. Merci bien, merci. C'est pas souvent qu'il y a Je l'affirme que c'est extrêmement rare. Hein. Oui, monsieur. Alors là, on a parlé de comparaison par rapport à un turboréacteur. Si je veux comparer par rapport à un moteur à piston, juste pour faire la comparaison, je vole sur un CTLS. C'est un avion de place qui vole à plus de 200 km/h en croisière. Oui, oui. Et qui, grosso modo, allait à cette vitesse. Maximum, oui. Bon, je n'ai pas de jardin, donc ça ne m'embête pas d'aller à Munich pour déployer la piste LM. Si je voulais, l'application de ce genre de technologie plutôt dans une optique turbomachine, donc entraîner l'hélice de mon avion, qu'est-ce qu'on pourrait estimer comme bien si on s'assoit sur l'aspect décollage vertical? Honnêtement, je ne peux pas immédiatement vous répondre parce que moi, mon obsession, c'est le décollage vertical. Mais bon, si on fait un turbo compresseur, on fait tourner quelque chose pour faire de l'air comprimé ou autre chose. Hein. Par exemple, Comet Aerospace veut faire de la cogénération. Donc, elle va transformer l'énergie cinétique linéaire en une énergie mécanique rotative pour entraîner un moteur, etc. Mais si on entraîne un moteur, on peut entraîner une hélice. Et même plus, parce que je posais aussi quelques questions. Si on fait tourner un rotor d'hélicoptère, bon, parce que j'ai travaillé dans les hélicoptères, je trouvais fascinant ces appareils, franchement. Et il est démontré mathématiquement qu'ils ne peuvent pas voler. Hein. Bon, je vous le dis au passage, quoi. Parce que les vibrations, machin, résonance, ils ne peuvent pas voler. Bon. Sauf qu'ils ne le savent pas, les hélicoptères. Donc, si on prend des thermoréacteurs qu'on en met un certain nombre pour tourner sur une roue comme ça, horizontale, voilà, ça nous réduirait, si je puis dire, le réducteur, parce qu'on passait de 20, 25 ou 30 000 tours à quelques centaines de tours pour le rotor, ben, il faut un réducteur assez costaud, donc très, très massif. Voilà. Et donc, on pourrait utiliser pour faire tourner, un hélicoptère ou un avion, c'est pas la même chose, bien sûr, mais on pourrait donner de la puissance sur un arbre.
Donc le fait que la machine thermique en elle-même, elle permet des gains en consommation aux alentours de 20%, on devrait pouvoir arranger encore mieux que ça, mais disons 20%, bon déjà on consomme moins, donc on pollue 20% moins aussi, hein, hormis le carburant des bio qu'on peut utiliser. Voilà, donc sur les avions, honnêtement, j'avais rencontré à l'époque, je vais vous dire, j'avais rencontré à l'époque la Socata, et je leur ai présenté, mais ça fait quelques années, on n'était pas à ce niveau-là, quoi, je veux dire, on n'était pas encore avec cette présentation. Il m'avait dit, décollage vertical, ça ne m'intéresse pas. Bon, ben, ils font des avions avec des ailes, des grandes ailes, hein, donc ça ne les intéresse pas. Par contre, votre moteur, ça m'intéresse, de pouvoir le mettre d'avoir un jet, quoi, en gros, mais pulsé, quoi, là, ça va être comme ça. Donc là, il m'avait dit, oui, oui, ça nous intéresse, il faudra que j'aille les voir, un de ces quatre, mais bon, j'attends d'avoir un thermoréacteur pré-industrialisé, optimisé, on n'est pas loin, mais il faut encore un peu de temps, quoi. Voilà. Donc je ne sais pas trop répondre sur un avion. Les gains, en soi-même, le gain thermodynamique, il est intéressant, on arrive à plus de 40%, hein, alors que les moteurs à piston, on est 27, 28, allez, 30 quand on a optimisé absolument tout. On est à 30%, c'est-à-dire 70% qui partent aux petits oiseaux, quoi. Voilà. Donc nous, on est 42, 43%. Donc bon, c'est vaut mieux. À peu près comme le diesel, vous voyez, à peu près comme le diesel. Alors, on doit pouvoir arranger encore ça avec la réchauffe, enfin, on a regardé un peu les affaires. Hein. Mais on peut faire bien, on peut faire mieux. Donc sur les avions, je ne sais pas trop quoi répondre, mais intrinsèquement, on doit pouvoir avoir plus de gains, quoi, hein, bien sûr, en consommation, j'entends bien. Mais bon, les avions, il faut une piste. Hein, il y en a pas. Vous avez vu dans le monde entier, il y a une espèce d'onde qui circule dans le monde où tout le monde veut faire son petit machin perso, mais ils ont tous des trucs qui tournent, si je puis dire. Et il leur faut des pistes pour décoller, quoi. Ils ne peuvent pas décoller verticalement. Avec des moteurs, de toute façon, sur le plan du rendement de propulsion, quand on veut utiliser des rotors ou des hélices, on fait rien de mieux qu'un hélicoptère. On ne peut pas faire mieux qu'un hélicoptère, compte tenu de la vitesse du flux. Hein. On ne fait pas mieux qu'un hélicoptère. Dès qu'on a quelque chose qui tourne, bon, on ne peut pas faire mieux. Voilà. Donc je me dis, bon, bah ok, bah, moi je ne suis pas dans ce trip-là, quoi. Voilà ce que je peux vous répondre. En mélangeant son idée, vous êtes une source de puissance, vous pouvez entraîner une hélice. Oui. On dit, vous gagnez en rendement thermodynamique et vous ne perdez pas en rendement propulsif. Mais je ne veux pas d'hélice, de machin qui tourne. L'hélice, c'est l'avenir. D'accord, bah écoutez, désolé d'être le passé, hein. Bon, mais non, mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il y a un monsieur qui voulait poser une question? Pas, pardon? Conso, décollage, atterrissage. Alors là, je n'ose pas vous le dire, parce que c'est des centaines de kilos à l'heure, c'est des centaines de kilos de kérosène, sauf que pour atteindre 800 mètres à 1000 mètres, il me faut à peu près 2 minutes. Donc cette consommation énorme, je consomme pour aller vers les 2000 mètres, je calculais bien, hein, et avec les rendements qui vont bien, etc., je consomme à peu près 16 kilos de carburant. Pour 2 minutes, hein, 2 minutes de machin. Ouais, ça me suffit il faut s'arracher du sol. Après, en croisière, compte tenu du CX, on consomme très très peu, honnêtement. 16 litres à l'heure, hein, vous voyez, 16 litres à l'heure. L'heure, c'est 200 km/h, ça fait moins de 10 litres au 100 km, hein. Moins qu'une voiture, à 200 km/h. Hein. Donc au décollage, ça consomme, il y a la physique, hein. Il n'y a pas de secret, hein. C'est la physique. Hein. Pardon, je ne vous entends pas, excusez-moi. D'autonomie pardon? Oui, 500, 600, ça dépend, oui. Oui. Ah oui, bien sûr. Non, je prévois un réservoir à peu près de 100 litres, 80 kg de kérosène ou autre chose, mais enfin, on va dire 80 kg, ça va à peu près 100 litres en volume. Et il me faut 20 litres au décollage. Pendant les 2-3 minutes, hein, 20 litres au décollage. Hein. Bon, c'est clair. Après, à l'atterrissage, ça consomme beaucoup moins, hein, parce que par aérodynamique, aérofrein et autres, on consomme pas autant qu'au décollage, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, ça c'est pris en compte, hein, et ça réduit d'autant l'autonomie, hein, bien sûr. Dernière question, et après vous pouvez vous rapprocher. Ah oui, il faut que je montre le truc là, oui. Dernière question. Oui, excusez-moi, Philippe, tu voulais poser une autre question là? Oui, moi je sais la version elle était surtout sur les hôtesses à la fin qui fait la Oui. Oui. Déjà la version invitée, en tant que drone civil militaire, civil, on a des drones
Oui, oui, après, je vais te dire, moi ce qui m'importe, c'est le proto, quoi. Après, le reste, ça va me dépasser, je sais pas, mais il y en a certains qui voudront l'appliquer pour ça, d'autres pour ça, bon, ok. Hein. Après, bien sûr, il y a de multiples applications, hein, c'est sûr. Hein. Voilà. Oui, je vais vous montrer ce que c'est que pardon. Donc,